Après plusieurs semaines assez compliquées sur les marchés, on a eu quelques entreprises qui sont tombées à des prix qui peuvent être très intéressants. Je parle notamment d'entreprises de qualité, bien sûr, pas des entreprises des value trap ou je ne sais quoi. Donc dans cette vidéo, on va aller classer les moats de ces entreprises qui pourraient être sous-valorisées à l'heure actuelle. On va également parler de Google qui fait une ascension fulgurante là depuis quelques mois, depuis le mois de avril-mai. Enfin non, depuis le mois d'octobre, pardon, ça a pris déjà plus de 30%. En un mois, on est à plus 19%. 6 mois, 85%. La semaine dernière, plus 8%. Donc, on va parler de ça dans cette vidéo, notamment de news qui sont arrivées sur les TPU. Donc, on va parler de ces fameux TPU que Google est en train de faire, la différence avec les GPU et pourquoi ça pourrait rapporter énormément à Google, et pas uniquement grâce aux ventes de ceux-ci, mais le fait de pouvoir les produire eux-mêmes. On va également parler de cette histoire de mortgage aux US, où ils veulent autoriser les mortgages sur 50 ans et de comprendre à quel point ça peut être dangereux pour le marché, pour certains points dans l'économie. On parlera également de la bulle IA. En ce moment, il y a un peu ce grand débat avec Ray Dalio, Michael Burry, où il y aurait une bulle sur l'IA. Donc, on va voir ici la dette qui a été engrangée par les hyperscalers. Et on peut voir qu'on arrive sur des niveaux très élevés. On parlera rapidement aussi de l'immobilier aux USA qui est en train de chuter. Dans certaines villes, ça chute quand même assez fort. Et enfin, un autre point pour déterminer si nous sommes dans une bulle, pas dans une bulle, qui pourrait être intéressant à voir. Donc, on finira bien sûr la vidéo par ce classement des moats des entreprises qui pourraient en ce moment être sous-valorisées. Commençons avec Google qui, à l'heure actuelle, est en train de vivre si ce n'est un des plus grands retournements de veste qu'on ait pu voir. Souvenez-vous, début de l'année, l'action était aux alentours de 200 $. Elle avait perdu plus de 20% jusqu'à avril. Et le discours en ce début d'année, c'était que ChatGPT allait complètement disrupter le business de Google, que Google n'allait jamais s'en relever, que le search était en train de mourir et qu'ils allaient trafiquer les chiffres du search, que ça n'est plus du tout dans la boîte et qu'ils allaient être complètement disruptés. Aujourd'hui, on a Gemini 3 qui sort, qui est considéré comme le meilleur modèle. On a même eu Marc Benioff, le CEO de Salesforce, qui a tweeté en disant que c'était incroyable Gemini 3 et qu'il pouvait utiliser que ça. Il était complètement addict à ça, bien mieux que ChatGPT, bien mieux que tout le reste. Alors, je pense qu'il faut être un peu plus nuancé là-dessus. Il y a des nouveautés qui sont exceptionnelles, mais comme d'habitude, en fonction de ce qu'on va vouloir faire, il y a des fois où ce sera mieux, des fois ce sera un petit peu moins bien, mais il y a des grandes avancées avec ça. Et personnellement, moi, j'utilise Gemini au quotidien. Je dois passer 2-3 heures par jour à l'utiliser parce que ça me fait gagner énormément de temps dans absolument toutes mes tâches. Et en ce moment, il n'y a que des bonnes nouvelles autour de Google. La deuxième bonne nouvelle, c'est sur les TPU. Okay, en gros, les TPU, il y aurait des estimations qui diraient que ça pourrait faire économiser plus de 40 milliards de dollars de dépenses à Google dès l'année prochaine. Donc, ça veut dire potentiellement 40 milliards en plus qui pourraient être en free cash flow ou qui pourraient être investis dans autre chose. Parce que c'est pas sûr qu'ils vont le convertir en free cash flow. Ça peut aller dans autre chose. Donc, ça veut dire que potentiellement, les bénéfices de Google, on peut s'attendre à une très, très belle croissance et surtout une croissance du free cash flow s'ils arrivent à faire ces économies. Il y a 2 points où les TPU vont être très importants. Le premier, c'est sur le fait que ils vont pouvoir gagner de l'argent avec ça. On a déjà Meta qui est en train de parler, en pourparler avec Google pour acheter justement ces TPU et dépenser des milliards de dollars. Et le deuxième point où ça leur fait gagner de l'argent, c'est surtout en leur faisant faire des économies parce qu'ils ne seront pas obligés d'acheter les GPU de NVIDIA, de AMD et compagnie. Ce qu'il faut comprendre, la différence entre un GPU et un TPU. Alors les geeks, les gens qui s'y connaissent parfaitement là-dedans, vous allez peut-être devenir rouge quand je vais dire ça, mais si on doit résumer la chose au mieux, c'est que le GPU est un petit peu une multifonction. Okay, le GPU, c'est un petit peu la boîte à outils, imaginons, alors que le TPU, c'est un outil en particulier. Avec un GPU, tu peux le faire tourner pour des jeux vidéo, pour les ordinateurs, etc. Le TPU, lui, est vraiment axé sur une fonction, c'est la fonction pour l'IA, pour tout ce qui va être des transitions de mémoire dans l'IA. Le TPU est le plus optimisé pour ça. Ça signifie que pour tout ce qui est lié à l'IA, il y a avoir des TPU plutôt que des GPU. En général, je pense qu'il faudra quand même un mix des deux, mais avoir des TPU plutôt que des GPU, ça va faire économiser de l'énergie, ça va faire économiser de l'argent et ça va potentiellement être plus rapide également. Et potentiellement aussi plus puissant parce que c'est dédié uniquement à ça.
Donc, ça signifie que pour tous les hyperscalers, il va falloir avoir ces TPU, ce sera plus intéressant. Je pense notamment à AWS qui en développe aussi. Je pense à Oracle, je pense à Microsoft, je pense à tous ceux qui sont dans le domaine des data centers et autour de l'IA, eh bien, risquent d'avoir besoin de ces TPU. Maintenant, là où c'est super pour Google, c'est surtout sur les économies que ça va leur faire. On voit aujourd'hui sur Google les dépenses qu'ils ont en CAPEX, c'est quand même assez énorme. On va regarder ici, le CAPEX, Capital Expenditure, depuis le début de l'année, c'est 77 milliards. Donc, si les estimations qui sont aux alentours de 40 milliards d'économies dès l'année prochaine, admettons que l'année prochaine, Google prévoit de dépenser 80 milliards, eh bien, finalement, ça ne leur fera dépenser que 40 milliards en CAPEX. Et peut-être que même ça leur fera dépenser 60 milliards, mais qu'ils pourront dépenser dans d'autres choses et que ça leur permettra de grossir potentiellement plus vite ou de se développer plus vite. Donc ça, c'est la première chose. Ça va potentiellement aussi augmenter le free cash flow. Parce que cet argent économisé, peut-être qu'ils ne le dépenseront pas ailleurs, et donc par voie de conséquence, ça fera augmenter le free cash flow. Donc il y a énormément de points positifs là-dessus. Ça va potentiellement faire accélérer la croissance de Google et c'est pour ça que certains considèrent que les TPU, c'est potentiellement les plus gros modes que Google va avoir pour les prochaines années. Si on regarde la valorisation de Google à l'heure actuelle, on est un petit peu cher. Moi, j'ai une fair value aux alentours de $225. On est à $319. Donc, suite à la hausse, on est un peu cher. Mais admettons que grâce à tout ça, ça nous permet de revoir les perspectives de croissance à la hausse. C'est-à-dire qu'au lieu d'estimer 13% de croissance pour le cash flow opérationnel, et bien grâce au TPU, à la vente qu'ils pourront en faire, etc., on passe de 13% à 20%. Ben là, on n'est plus tant que ça sous-valorisé. C'est-à-dire qu'on est très légèrement, pour faire du 13% par an, hein, on est très légèrement, super, on est à 319, la fair value sera à $300, c'est plus ou moins $5, donc ça va, ça ferait du 11,8, 11,87% de CAGR pour la boîte. Et c'est quelque chose qui est potentiellement faisable. Et pareil, si on a 20% de croissance d'operating cash flow, ce serait peut-être pas un price to operating cash flow à 18, mais peut-être à 23 qu'on irait chercher. Ce qui fait que c'est une toute autre histoire pour l'entreprise. Maintenant, c'est hypothétique. Moi, j'aime pas investir sur des trucs hypothétiques. J'aime investir sur du concret. Donc, pour ces raisons, mon estimation de croissance, disons, ne va pas changer particulièrement que ça là-dessus. Et je reste sur un fair value à $220. Mais c'est pour donner une idée de ce qui pourrait se passer pour Google et à quel point ça peut être intéressant. À l'heure actuelle, moi, j'ai toujours mes actions Google en portefeuille. C'est possible que d'ici la fin de l'année ou le début de l'année 2026, je baisse un petit peu parce que suite à la hausse, on est passé quasiment à plus de 20% de mon portefeuille sur Google. Donc, il y a moyen que je baisse un petit peu mon exposition et que j'utilise ce cash pour acheter d'autres entreprises. Je ne sais pas encore lesquelles, ça dépendra des opportunités, mais je risque de baisser un petit peu mon exposition à l'entreprise parce qu'il y a beaucoup de choses. Et là, aujourd'hui, j'ai envie de dire, tout ce qui se passe sur Google, c'est que des bonnes nouvelles. On peut limite avoir l'impression qu'ils fabriquent des bonnes nouvelles coup sur coup parce qu'ils peuvent en sortir constamment. Et là, on est dans un momentum sur Google qui est assez exceptionnel. Le retournement de veste par rapport au début de l'année, toutes les craintes qu'il y avait au début de l'année, plus personne n'en parle. Tout le monde est à fond. Ils commencent à monétiser en plus les AI modes qu'il y a dans Google. Donc, encore une fois, ils arrivent à trouver des nouveaux points de monétisation. C'est quand même assez incroyable. On va passer maintenant à une autre chose par rapport à cette bulle qu'il y aurait potentiellement sur Internet, parce qu'avec cette hausse sur Google, on va se dire, est-ce qu'on entre sur une bulle de l'IA? La première ici, c'est un des signaux qui fonctionne plus ou moins bien, visiblement, depuis 1929, pour savoir quand est-ce qu'on est dans des phases de bulle ou pas. Et on peut voir que souvent, quand on est dans des phases de bulle, le nombre d'actions en circulation moyen dans les entreprises augmente. Ça veut dire qu'elles cherchent plus à se faire financer, donc elles vont émettre plus d'actions, elles vont émettre tout ça. En ce moment, on est toujours dans une phase où il y a une baisse du nombre d'actions en circulation. Donc il y a plus de buybacks qui sont faits que l'inverse, que de dilution des actionnaires. Donc potentiellement, si on prend cette data en compte, on ne serait pas forcément encore dans une phase de bulle. Avant d'arriver en phase de bulle, il faudrait qu'on repasse la ligne et qu'on commence à émettre des actions. On peut voir que plus ou moins ici, là, je pense que ça doit être 2010, par là, on était dans cette phase. 2021, où après les marchés ont baissé quand même assez violemment en 2022, on était dans une phase où les entreprises émettaient des actions. Les années 2000, c'est pareil. De 90 à 2000, on était à une belle phase de bulle. C'est pareil. OK? Juste avant la crise de 2008, c'était pareil. On était en 1929, juste avant. Pareil, on était en haut. La seule chose qui me fait un petit peu
qui différencie un peu tout ça, c'est qu'on a quand même eu une longue période de 1939 à 1989 à peu près, où il y avait plus d'émissions d'actions qu'autre chose. Et donc, ça pourrait se faire dire que c'est juste potentiellement le type d'entreprise qui ont changé, qu'avec la tech et les marges que les entreprises ont actuellement, parce qu'il ne faut pas oublier que les marges des entreprises maintenant, si on prend les marges moyennes des entreprises, c'est bien plus élevé qu'avant. Et donc, étant donné qu'elles ont plus de marge, plus de cash, plus de retours, elles peuvent se permettre de faire beaucoup plus de rachats d'actions qu'avant. Donc, c'est quelque chose à prendre en compte, mais c'est toujours possible qu'on repasse au-dessus, et ça pourrait être un indicateur assez intéressant à regarder. Le troisième point, disons, qu'on pourrait aborder aujourd'hui, c'est toute cette histoire de... alors, avant de passer sur l'immobilier, il y a aussi ça. On peut voir ce graphique que c'est le bond issuance by AI tech companies monthly. Et là, on peut voir que en novembre 2025, ils ont émis 39 milliards de dollars pour des bons, des obligations. Et là, c'est pour Alphabet, Amazon, Meta Platforms, Microsoft et Oracle. Ça fait beaucoup. Okay, ça fait beaucoup, sachant qu'en règle générale, depuis 2016, ça n'a jamais atteint ces niveaux. Okay, là, on est 2 fois supérieur au plus haut niveau précédent qui devait être 2016-2017. Donc, on est très, très élevé. On a des entreprises qui, de plus en plus, vont avoir de la dette. Donc, on risque de voir la dette augmenter pour ces boîtes, à voir qui exactement a contracté toute cette dette, mais c'est quand même quelque chose à noter qui n'est pas forcément bon, parce que généralement, quand on fait appel à beaucoup de dettes, ça, c'est pas que ça finit mal, mais ça dépend du taux d'intérêt. Les taux d'intérêt sont plus ou moins intéressants, mais ça pourrait être pas terrible. On voit par exemple à Oracle, qui a déjà une dette nette sur l'EBITDA à 4,10. C'est déjà très élevé. Les couvertures d'intérêt est assez faible, à peine 5. Donc s'ils émettent encore plus de dettes, ça veut dire qu'on pourrait avoir une couverture d'intérêt qui passerait à 3, une nette dette sur EBITDA qui passerait peut-être à 5 ou 6. Là, ça ne deviendrait vraiment pas joli pour la boîte. Déjà que 4,10 pour moi, c'est red flag. Si on monte encore plus, ça pourrait être encore pire. Donc, c'est quelque chose auquel il faudra faire attention. Si on regarde également la façon dont ça évolue, on peut regarder la dette nette par rapport au free cash flow. Mais étant donné qu'il y a un free cash flow qui est négatif, ça va encore moins bien. Mais si on regarde en 2024, on était à 7, 2023 à 9, 2022 10, alors qu'en 2021, on était seulement à 4. OK ? Donc ça... En 2016, on était à 1,92. Donc, ça s'est dégradé pour cette boîte et il ne faudrait pas que ça suive la même route pour les autres entreprises. On va parler maintenant un petit peu de l'immobilier. Il y a 2 choses à voir dans cette histoire de l'immobilier. La première, c'est l'immobilier aux États-Unis qui commence à baisser dans beaucoup de grandes villes, pas toutes, mais dans de plus en plus de grandes villes, ça baisse. On a Miami perdre 3%, Orlando pour moins 4,5%, Tampa moins 5,1%, Fort Lauderdale moins 5,3%, West Palm Beach 5,9%. Donc déjà, la Floride, ça prend cher. La Floride prend très, 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 très cher. En même temps, ça avait beaucoup augmenté à la suite de la pandémie. Beaucoup de monde y était allé, donc les prix avaient quand même bien explosé. Et la deuxième chose, c'est sur les mortgages. Étant donné qu'il y a l'immobilier qui va baisser, l'idée, c'est de rendre les maisons plus abordables pour tout le monde et de trouver des moyens de rendre les maisons plus abordables sans pour autant que le marché s'effondre. Et l'idée qu'ils ont, c'est de potentiellement créer des bons, des mortgages, donc des prêts, d'accepter les prêts sur 50 ans. En règle générale, c'était des prêts sur 10 ans, éventuellement 20 ans. Donc là, sur 50 ans. Là, l'histoire, c'est, OK, imagine vous faites un prêt sur 50 ans de 400 000 $. Et bien, en tout, avec un taux d'intérêt à 6,3%, alors c'est comme ça aux États-Unis, hein, c'est plus ou moins là. En Europe, on est beaucoup mieux servi là-dessus, mais aux États-Unis, c'est des taux d'intérêt qui sont un peu plus élevés. Alors pour un emprunt de 30 ans, avec 6,3% d'intérêt, ça coûterait plus ou moins 491 000 $ sur 50 ans, face à 1 million de $ du coût du prêt. Donc ça veut dire que ça double, ok, ça double, voire triple le prix de la maison, plus on allonge l'intérêt. Et ça, c'est un truc d'important à comprendre. Parce que beaucoup de personnes se disent, je vais mettre en intérêt, je vais me créer un mortgage, un prêt beaucoup plus long, comme ça j'ai des plus faibles mensualités, et comme ça j'ai potentiellement plus de cash flow avec mon investissement, etc. Sauf qu'à la fin, on paye beaucoup, beaucoup, beaucoup plus cher l'investissement, et c'est pas forcément la chose la plus rentable, c'est pas la chose qu'on aime voir le plus, et ça pourrait être des sortes de magouilles qui
qui pourrait mal finir au bout d'un moment ou alors qui pourrait relancer l'inflation aussi, hein. C'est typiquement le genre de truc qui peut faire repartir l'inflation, partir sur des prêts à 50 ans. Donc, à voir comment ça va se comporter, à voir si c'est quelque chose qui va être très adopté. Mais je trouve que c'est quelque chose à noter qui pourrait servir à relancer beaucoup de choses. Et encore une fois, si les gens ont plus de pouvoir d'achat, il y aura plus d'achats d'actions, il y aura plus de consommation, les bénéfices vont augmenter, l'inflation va augmenter et potentiellement que la bourse continuera d'augmenter. Donc on est dans une situation où on a certaines boîtes qui peuvent sembler être très chères et ça se comprend. Donc on peut imaginer qu'on commence à être dans une certaine bulle, mais honnêtement, là pour le moment, on n'est pas dans un cas de bulle, hein. Rien qu'en comparant avec 2021, les gens sont beaucoup plus rationnels aujourd'hui sur les marchés pour le moment que ce qu'on avait vu en 2021 avant que ça explose. Avant que ça tombe. Donc, il faut faire attention à ça. Je ne pense pas qu'on soit dans une bulle encore, mais on commence à avoir des signes que on y rentre et que potentiellement une va arriver, mais je n'ai pas de boule de cristal. Personne ne sait comment ça va se comporter et si quelqu'un prétend savoir, il est probablement en train d'essayer de nous enfumer. On va maintenant passer à ce petit tableau. On va ensemble noter le moat de certaines entreprises qui sont potentiellement sous-valorisées. Je pense à Mercado Libre, Elan Corp, c'est une petite boîte japonaise qui fait des vêtements pour les hôpitaux, location de vêtements pour les hôpitaux, pour les patients, qui a tout un réseau là-dessus qui pourrait être assez intéressante. On va parler d'Adyen, de Fiserv, de Novo, de Salesforce, Adobe, Brookfield, etc. Donc commençons par Mercado Libre. Mercado Libre, qui est une boîte, je ne sais plus si elle est argentine ou si elle est brésilienne. C'est plus ou moins le Amazon Latam. C'est l'Amazon d'Amérique latine. Ils ont des chiffres qui sont très bons, hein. Un score margin de 73 pour une boîte de ce style, c'est excellent. La croissance est super, super bonne. 46% par an de croissance du chiffre d'affaires sur les 10 dernières années. Estimation pour que ça continue à 25% par an. On a très peu de dettes, dette nette négative, donc ça c'est parfait. On a des marges qui sont globalement solides quand on prend les marges opérationnelles, mais sur les marges du free cash flow sont exceptionnellement élevées, donc c'est très bon. La rentabilité c'est pareil, ROICE est excellent. Le ROIC peut être légèrement faible, mais pareil, si on le prend par rapport au free cash flow, c'est encore une fois excellent. On va le mettre ici, capital efficiency. On va regarder ça par rapport au free cash flow et on peut voir que là, depuis 2022, et même avant, c'était déjà très bien, mais depuis un petit moment, c'est une entreprise qui a d'excellents retours sur ses capitaux et par rapport au free cash flow. Si on regarde également, il y a très peu de CAPEX, 10% c'est bien par rapport au cash flow opérationnel et stock-based compensation, c'est pareil. Donc on est sur une boîte qui, aujourd'hui, pour 11 fois le free cash flow, on paye quand même 11 fois le free cash flow pour une boîte qui a un potentiel de croissance de plus de 20% par an. Donc, en termes de valorisation, c'est quand même assez intéressant. Maintenant, qu'est-ce que ça vaut en termes de moat? Pour vivre en Amérique latine, je peux vous dire que tout ce qui est logistique, c'est ultra compliqué. C'est galère. Pour tout ce qui est de se faire livrer et tout, c'est pas forcément galère de se faire livrer, mais c'est galère d'avoir accès aux produits, d'avoir accès aux choses. Même Amazon ont du mal encore à s'implanter ici. Et le fait que Mercado Libre soit implanté, je ne pense pas que si Amazon rentre dans ces pays, ça va forcément disrupter Mercado Libre, ce que beaucoup de personnes pensent. Moi, je pense plutôt que Amazon a tout intérêt à faire des partenariats avec Mercado Libre pour avoir accès à leurs services, pour avoir accès à leur réseau logistique et tout ça, plutôt que de venir leur faire une guerre frontale, parce que s'ils leur font une guerre frontale, ça risque d'être un peu plus compliqué, parce que Mercado Libre est vraiment spécialisé sur ce marché. Donc, pour ce qui est du mode de Mercado Libre, moi, je le mettrais, franchement, honnêtement, entre super wide et solide. C'est-à-dire solide, c'est déjà très bien. Je le mets entre les deux parce que ils ont un mode qui est quand même très solide. C'est peut-être pas le mode le plus indestructible du monde. Et encore, je pense quand même qu'ils sont très très bien en place. Surtout qu'en plus de ça, ils sécurisent tout leur écosystème avec la partie fintech, la partie prêt. Donc honnêtement, c'est une boîte qui, je pense, est très solide. Ça se met entre les deux. Donc si vous me dites plutôt super wide mode, je ne vous en veux pas. Moi, je le mets solide parce que je suis plutôt... je suis assez conservateur sur tout ce que je vais faire, mais je ne trouverais pas ça fou de le mettre en super wide. La seconde boîte, c'est Adyen. Pour ceux qui ne connaissent pas Adyen, c'est une sorte de processeur de paiement majoritairement développé en Europe. C'est des terminals de paiement dans des restaurants, dans des comment on appelle ça? Dans des terminals de paiement dans des restaurants, dans des magasins, etc., qui permettent de gérer plein de choses. Donc, les gateways, l'insuring, l'acquiring, le processing, le management.
C'est une sorte de... Ils sont concurrents de Fiserv, qu'on va voir juste après. On va les voir juste après, d'ailleurs. Ils sont concurrents de Fiserv sur certains segments. Fiserv, ce sera sur la partie Clover, où ils sont concurrents. Et eux sont surtout développés pour la partie Europe. Alors, c'est pas affiché ici, mais c'est surtout Europe, Middle East, où ils seront très bien implantés. Ils ont une perspective de croissance très bonne. Ils ont une très bonne croissance sur les dernières années. Très bonne croissance également sur les bénéfices par action. Et on est actuellement sur une boîte qu'on peut payer aux alentours de le free cash flow, 17 fois le free cash flow. Ça se paye 17 fois le free cash flow. On est sur des niveaux qui sont très faibles, ok, historiquement très très faibles. Donc il y a potentiellement quelque chose à faire là-dessus. On a une très très belle rentabilité, ok, ROIC supérieur à 15%, des marges opérationnelles qui sont énormes, des marges de free cash flow qui sont énormes également. Donc ça, il faut rien que l'entreprise est notée 84. Donc pour cette entreprise, je mettrai le mode entre faible et solide. Alors pourquoi peut-être plutôt vers faible? C'est parce que les terminaux de paiement et tout ça, j'ai du mal à voir comment c'est pas ultra facile à disrupter. C'est-à-dire que, alors c'est pas que c'est pas facile à disrupter, mais c'est pas une technologie qui est particulièrement innovante. C'est pas des technologies qui sont très compliquées non plus. En revanche, en général, quand tu as un magasin et tu as ton terminal de paiement, tu vas pas t'amuser à le changer tout le temps. C'est juste que pour acquérir les nouveaux clients, il y a une compétition qui est féroce et qui peut coûter très 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 cher. C'est pour ça que je le mets en faible. Je ne le mets pas en pas de mode parce qu'il y a un mode, parce que tous les clients acquis, techniquement, c'est des clients qui ne peuvent pas vraiment partir et qui vont rester. Mais je vois des limites quand même à l'acquisition de clients et qui peut poser problème. Donc, pareil, je le mettrai entre solide et faible. Je vais plutôt le mettre en faible et je vais mettre Fiserv. Fiserv, je vais les mettre limite légèrement plus haut. Pourquoi je mettrais Fiserv légèrement plus haut? Parce qu'ils ont différents secteurs. Ils ont des points où ils sont, par exemple, Clover, les terminaux de paiement. Là, je le mets en faible. Okay, je le mets en faible. Mais par contre, pour tout ce qui est réseau bancaire, réseau de transfert, etc., là, c'est des modes qui sont très solides. Et donc, pour ce cas-là, Fiserv, je le mets légèrement au-dessus de Adyen là-dessus. Et idem, hein, Fiserv, avec la baisse qu'il y a eu récemment, on est sur une boîte qu'on paye très peu. Maintenant, le problème, c'est est-ce qu'on aura de la croissance? Le problème de Fiserv, c'est est-ce qu'on va avoir de la croissance? Déjà, le management a dit que 2026, ça allait être compliqué. Donc, on va voir ce qu'il va y avoir après. Et là, on price sur free cash flow, on paye 5 fois les free cash flow. 9 fois les bénéfices. Donc, j'ai envie de dire, on ne prend pas énormément de risques en achetant une boîte à 5 fois les bénéfices. On va voir ce que ça va donner. Mais je crois que c'est le plus bas. Ouais. Il n'y a jamais eu plus bas en termes de price sur free cash flow. Et en price sur earnings, en P/E ratio, il n'y a jamais eu plus bas. Si on enlève 1995 où c'était négatif, si on enlève les années négatives, il n'y a jamais eu plus bas. Donc là, ça peut potentiellement représenter une opportunité. On passe maintenant à Elan Corp. Elan Corp, c'est une boîte japonaise. Je ne sais pas si c'est une small cap japonaise, mais je pense que c'est une small cap. Ils sont dans le textile. Okay, ils engage in the nurturing and medical care business. It provides service for rental with laundry service and clothes, towels, diapers, and other daily necessities to persons admitted to hospital, patient and nursing home residents. En gros, ils s'occupent de faire ils louent les vêtements d'hôpitaux directement aux patients dans les hôpitaux. Comme ça, les hôpitaux n'ont pas à gérer ça par eux-mêmes. Ils s'occupent ensuite de la livraison, de les laver, de les récupérer pour les laver et ensuite de les ramener pour tous les patients. Donc, ça permet c'est ce qu'on appelle un deal triple gagnant. C'est-à-dire qu'eux, ils gagnent de l'argent là-dessus. On a le patient qui n'a pas trop à gérer, à se préoccuper de tout ça. Il noue avec Elan Corp. Et l'hôpital qui n'a pas à gérer tout ça non plus, qui peut se focaliser que sur les soins. Donc ça, c'est quand même une bonne chose. Et en plus de ça, on a le service de logistique et les blanchisseries qui gagnent là-dessus parce qu'Elan ne possède rien. C'est-à-dire qu'ils ne font pas les blanchisseries, ils sous-traitent ça. Ils ne font pas les livraisons, ils sous-traitent ça. Donc ils sont un petit peu le middleman là-dedans. C'est ce qui explique qu'ils ont des marges relativement faibles, hein, des marges opérationnelles relativement faibles, des marges de free cash flow relativement faibles, mais derrière, ils ont une efficacité qui est énorme, hein, ROCE à 28%, ROIC à 18%, ce qui est largement supérieur à tous leurs concurrents sur le marché. C'est un des seuls à s'être développé autant au Japon, c'est-à-dire que la majeure partie de leurs concurrents vont être très localisés dans certaines régions, dans certaines villes du Japon, mais Elan est le mieux développé là-dedans. Ils ont commencé à se développer aussi au Vietnam. Maintenant, il y a un petit problème avec cette entreprise, c'est qu'elle a été acquise par un gros conglomérat japonais. Et l'historique
au Japon, des conglomérats qui font des acquisitions de petites entreprises n'est pas terrible. Parce que souvent, le cash de ces petites entreprises est drainé pour le conglomérat, pour augmenter les bénéfices du conglomérat. Et donc, les petits actionnaires qu'il y a dans l'entreprise qui vient de se faire acquérir sont souvent lésés à long terme. Quand je dis souvent, c'est que ce n'est pas tout le temps. Dans certains cas, ça fonctionne très très bien. Mais dans d'autres cas, l'historique n'est pas terrible. Donc, à cause de ça, je mets le moat en faible. Pourquoi il n'est pas de moat? Il n'est pas dans la rubrique pas de moat parce que le réseau qu'ils ont développé, les relations qu'ils ont développées, ça va être très compliqué. D'ailleurs, il y a un churn rate qui est très faible. C'est moins de 4% des clients qui ne renouvellent pas avec Elan. Donc, c'est très, 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 très faible. Ils ont un réseau de logistique qui va être très compliqué à venir répliquer. Donc, ils sont protégés là-dessus. La raison pour laquelle c'est en faible, c'est plutôt à cause de cette acquisition qui peut poser problème. S'il n'y avait pas cette histoire d'acquisition, qu'ils étaient toujours indépendants, je l'aurais mis en solide. Je l'aurais mis en solide, mais vu qu'ils ont été acquis par un gros conglomérat japonais, ça va en faible. Novo Nordisk. Novo Nordisk est dans la tourmente depuis un an et demi, 2 ans. Depuis un an et demi, 2 ans, on va se mettre sur un an, c'est moins 57%. Depuis les plus hauts de juin 2024, c'est moins 67%. Moins 67% depuis les plus hauts. Donc, c'est une énorme correction. Si on regarde ici, on va aller regarder l'évolution du PER. On est sur potentiellement un PER qui n'a jamais été aussi faible. On est toujours sur une entreprise très très bien notée. Les perspectives de croissance ont beaucoup baissé. C'est passé de plus de 20% de croissance pour les EPS à peine 6%. Donc c'est normal que l'action ait beaucoup baissé, mais on est sur une boîte qui n'est pas endettée, qui a toujours des marges qui sont très bonnes, qui a toujours une rentabilité qui est bonne, bien qu'elle soit en train de baisser, mais elle est toujours supérieure à 15%, elle est largement supérieure à 15%. On a forcément beaucoup de CAPEX parce que c'est une boîte dans le secteur médical. Et le PER, on est actuellement à 12. Ça se paye 12 fois les bénéfices. C'est le plus faible sur les 10 dernières années. C'est le plus faible sur les 20 dernières années, sur les 30 dernières années. Sur les 30 dernières années, l'entreprise n'a jamais été aussi peu chère en termes de PER. Donc là, ça pourrait laisser penser que c'est quand même bien sous-valorisé. Maintenant, en termes de moat, je me mets entre solide et faible. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte aujourd'hui En fait, on se rend compte depuis quelques mois, surtout quand on compare à Eni et Lilly, que l'avantage compétitif qu'on pensait que Novo Nordisk avait, il n'est pas si puissant que ça, pas si important que ça. Et à cause de ça, on se rend compte que, comment ça se fait que Novo ait tous ces problèmes alors que Lilly ne les ait pas? Parce qu'il semble que Lilly, on regarde l'action, elle performe super bien. Si on regarde l'action Lilly, on est sur les plus hauts historiques. Ok, ils ont passé la barre des 1000 milliards de market cap. C'est la première fois qu'il y a une boîte dans le secteur de la santé, une pharma, qui passe les 1000 milliards de market cap. Donc tout semble très bien aller pour Lilly. Okay, depuis les derniers résultats, depuis les plus bas, plus ou moins en août, ça a déjà pris 50%. Donc incroyable performance. Pourtant, de nouveau, ça bouge pas. Il y a des bonnes nouvelles, mais ça monte pas. Le momentum n'est pas du tout présent. Donc on pourrait avoir un retournement de momentum. La question, c'est pas est-ce que c'est sous-évalué ou pas. C'est plutôt une histoire de moat. Et le moat, aujourd'hui, je trouve que c'est bien dégradé par rapport à il y a 2, 3, 4, 5 ans. Et donc là, ça devient un peu plus compliqué pour la boîte. Donc je le mets plutôt en faible. Salesforce. Salesforce qui, pareil, a du mal un petit peu depuis quelques temps, notamment avec toutes ces histoires d'IA. On peut regarder depuis le début de l'année, moins 30%, par rapport au plus haut historique qui était en décembre. Donc ça doit être moins 36%. Donc on n'est pas sur le drawdown qu'on a pu avoir en 2022, qui était à moins 58%, mais on est sur un beau drawdown avec toutes ces histoires liées à l'IA. Est-ce qu'ils peuvent être disruptés? Je pense pas. Je pense que ce sera peut-être plus compliqué pour faire de la croissance, mais là, ils ne visent pas une croissance non plus à 20 ou 30%. Ils visent 10% de croissance. Ils estiment qu'ils pourront l'avoir. Ils font cette transition avec les agents IA, etc. Ils ont la data. Ils sont très bien positionnés pour ça. Ils ont un très bon CEO. Ils ont une très bonne équipe. Donc, je ne vois pas Salesforce être complètement disrupté. En termes de PER, c'est une boîte quand même, là on les paye sur des niveaux assez faibles, surtout par rapport à son historique. Si on regarde les ratios, ça se paye 17 fois le free cash flow. C'est rare que ça s'est payé 17 fois. Sur les 10 dernières années, c'est le plus faible. Sur les 20 dernières années, c'est le plus faible aussi. Sur les 30 dernières années, il n'y a pas 30 ans, mais c'est le plus faible. Ça n'a jamais été payé aussi peu cher pour une boîte qui pourrait potentiellement grossir d'une dizaine de pourcents par an. Les estimations pour le CA sont à 9%.
Pour le free cash flow, ça a grossi de 30% par an historiquement, donc on devrait pouvoir grossir de 10% par an au moins. Donc Salesforce, moi je le mets entre le faible et le solide. Ok, je le mets au milieu, entre faible et solide. Je ne pense pas qu'ils vont se faire disrupter. Honnêtement, je ne pense vraiment pas qu'ils vont se faire disrupter. Je pense qu'ils vont pouvoir s'en sortir. C'est certes, on n'aura pas la croissance historique, hein, mais entre 8 et 12% de croissance, je pense que c'est largement jouable, surtout s'ils arrivent à améliorer l'efficacité. Donc, on pourrait se retrouver avec 8% de croissance du CA, sauf que derrière, on a 9% de croissance des bénéfices opérationnels. Et derrière, on a 12% de croissance du bénéfice net par action parce qu'ils font du 2-3% de rachat d'actions par an. Ils ont commencé à faire des buybacks, il me semble, cette année, ce qu'ils ne font pas très souvent. Hop, on va se mettre ici. Les buybacks, ça est dans Financing Activity, Stock Repurchase. Il va voir qu'ils font des gros buybacks là, 2025. 2024, gros buybacks. 2025, c'est pareil. Et ça a été fait à des niveaux de prix qui sont très faibles. Okay, c'est le niveau de valorisation où on est relativement faible. C'était pendant la baisse. Donc, il y a potentiellement quelque chose à aller chercher là-dessus. Donc, moi, je le mets en solide. Je trouve que le mode est légèrement mieux que les boîtes qu'on a eues jusqu'à présent. Adobe. Alors Adobe, on va pas s'y attarder trop longtemps. J'ai fait une vidéo il y a quelques jours complète dessus, une analyse complète, donc vous pouvez aller la voir. Moi, je considère le mode comme faible. Je trouve que le mode s'érode et que contrairement à Salesforce, Adobe a plus de chances de se faire disrupter. Selon mon opinion, il y a plus de chances qu'Adobe se fasse disrupter plutôt que Salesforce. Maintenant, à voir comment ça va se dessiner, comment ça va se passer. Mais si aujourd'hui je devais investir dans une des deux, moi, je choisirais plutôt Salesforce que Adobe, même si Adobe a des niveaux très faibles. Brookfield Corporation. Brookfield Corporation, c'est une boîte qui fait un petit peu tout. Ils possèdent Brookfield Asset Management, ils font de l'immobilier, de l'asset management, de l'assurance. Ils s'occupent de faire comment on appelle ça, les structures pour l'IA, les infrastructures nucléaires, énergétiques, tout ce qu'il faut pour l'IA en fait. Ils sont ultra rentables. Le management estime que sur les 5 prochaines années, ils devraient grossir de 25% par an les bénéfices distribuables pour les actionnaires. Donc, on est sur une boîte très solide qui se paye aujourd'hui plus ou moins 18-19 fois les bénéfices distribuables pour les actionnaires. Pareil, vous ne pouvez pas la regarder sur les chiffres classiques parce que il faut regarder les chiffres, les bénéfices distribuables pour les actionnaires. Ça, vous aurez accès que via les documents partagés par l'entreprise. Et leur historique est excellent. Okay, c'est une boîte qui fait du 18-19% par an depuis les 20-30 dernières années. Donc, c'est une boîte qui performe extrêmement bien. Et j'estime qu'aujourd'hui, le management estime que leur fair value est aux alentours de $69. Bill Ackman estime que leur fair value, parce que c'est une des plus grosses positions de Bill Ackman dans son portefeuille, hein, c'est 18% du portefeuille. Bill Ackman estime que la fair value est autour de $60. Ok. Moi, j'estime que la fair value est aux alentours de entre 40 et $50 à peu près. Donc, on est sur une boîte qui est à des prix intéressants. Et selon moi, dans toutes les boîtes ici, là, c'est le plus gros mode. C'est celle qui a le mode le plus large, à mon homme l'a dit, et donc qui devrait être très bien positionné. On va parler de Meta maintenant. Meta qui, pareil, a quand même assez bien baissé récemment. On se retrouve sur des niveaux convenables. Alors, ça a repris un petit peu, ça a repris sur les 5 derniers jours 10%, mais si on enlève ça, on revient sur des niveaux qui sont OK. Et c'est une boîte qui, à mon sens, la raison pour laquelle ils se font autant détruire, c'est parce que à cause de la section Reality Lab. C'est-à-dire que Zuckerberg continue d'investir comme pas possible dans cette section, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a un PER à 27, ok, un price sur operating cash flow à 15, ce qui historiquement est plus ou moins la médiane de ce qu'ils font. Donc, à cause de toutes ces parties Reality Lab qui consomment du CAPEX, à cause de tous ces investissements dans l'IA et tout, ça enlève de la rentabilité à la boîte. Le truc, c'est que toute la partie advertising, toute la partie publicité avec Instagram, Facebook, WhatsApp, c'est une machine à cash. C'est la boîte qui monétise le mieux les utilisateurs. C'est des génies là-dedans. Et à tout moment, en fait, ils peuvent couper les dépenses dans le reste pour se concentrer là-dessus et générer encore plus de cash flow. En ce moment, ils ont tellement de cash qu'ils décident de le brûler là-dedans. C'est un pari. Si ça fonctionne, ça pourrait être quelque chose de bien parce qu'ils auraient ce qui leur manque, à savoir le hardware. À ce moment, ils n'ont que le software, ils n'ont que ce qu'il y a à l'intérieur. Mais d'avoir le hardware, ça
ça leur peut donner un énorme avantage. Donc, ils essaient d'investir là-dedans. Et puis, de toute façon, ils ont le cash pour ça. Ils n'ont pas grand-chose de plus à faire avec ce cash. Donc, la façon dont tout est monétisé et tout, moi, je mets super wide. Parce qu'encore une fois, il suffit qu'ils arrêtent de dépenser dans ces conneries, dans le Reality Lab et tout, pour que les bénéfices réaccélèrent et que tout réaccélère. Ils ont un chiffre d'affaires quand même, qui augmente quand même de 20% par an. C'est énorme pour une boîte qui est déjà aussi grosse, c'est énorme. Donc, Meta, je le mets en super wide mode. Amazon, pareil. Super wide mode, c'est une boîte dans laquelle j'ai beaucoup investi dans mon portefeuille, qui peine à démarrer cette année. Amazon, ça a du mal cette année, comparé à Google, comparé au reste, ça fait du 5%, donc ça sous-performe cette année. Mais si on regarde sur les 5 dernières années, depuis 2023, ça a déjà pris 170%. Okay, donc très très belle performance depuis 2023. On est très proche de plus haut historique. En fait, c'est juste que ça a tellement performé les 2 dernières années. Je pense qu'il faut que ça respire un petit peu. Donc Amazon le met en super wide mode. Je pense que pour les années à venir, ça peut surperformer. Et pareil, ils sont intouchables. AWS, on a vu, dès qu'il y a un problème sur AWS, c'est le monde qui panique, il n'y a plus rien qui fonctionne dans le monde. Les services de livraison Amazon, la meilleure logistique possible qui existe. C'est très compliqué à dupliquer ça et à venir chercher. C'est pour ça qu'il y a plein d'autres entreprises qui viennent faire des partenariats avec le service de logistique d'Amazon et qui préfèrent passer par Amazon pour les livraisons plutôt qu'UPS, plutôt que DHL, etc. Donc ça montre à quel point ils sont puissants. On passe maintenant à Constellation Software. Constellation Software, j'avais fait un deep dive aussi dessus il y a quelques semaines, donc je vous invite à aller regarder sur la chaîne. Je pense, contrairement à d'autres boîtes dans le software, qui ne sont pas tant que ça menacées par l'IA. Certes, l'IA va pouvoir faire des menaces, mais il ne faut pas oublier qu'ils sont dans les logiciels verticaux, dans des niches très précises, et potentiellement aussi des niches qui ne sont pas trop digitalisées, qui ont un petit peu de mal avec tout ça, qui n'y pensent pas trop. Et donc, utiliser l'IA pour... L'idée, en fait, c'est que les gens pensent qu'ils vont être disruptés parce qu'on se dit, en fait, avec l'IA, on pourra refaire ces logiciels très facilement, donc les entreprises n'auront pas besoin les entreprises de Constellation Software vont perdre et Constellation Software ne pourra plus vraiment être utile dans tout ça. Sauf qu'il y a 2 choses. Premièrement, étant donné que c'est des logiciels verticaux, c'est des logiciels qui représentent même pas 1% des coûts dans une entreprise. Ça ne représente même pas 1% du CA. Donc ça veut dire que c'est pas la première chose qu'on va essayer d'optimiser. C'est-à-dire quand on va augmenter son CA, on ne va pas se faire chier sur des logiciels qui nous coûtent 1%. On va essayer d'optimiser sur d'autres points pour améliorer les marges, pour améliorer l'efficacité de l'entreprise. Donc ça, déjà, il n'y a pas une énorme incentive pour aller remplacer les logiciels que possède Constellation Software. Deuxième chose, c'est que potentiellement, grâce à l'IA, si Constellation Software arrive à bien gérer, ça peut augmenter leur marge et leur croissance, parce qu'ils vont pouvoir ajouter des services additionnels liés à l'IA dans chacune des entreprises, dans chacun des clients qui possèdent sur chacun des logiciels verticaux. Et donc là, c'est potentiellement de nouveaux moyens de monétisation. Troisièmement, l'IA qui va rendre la création de logiciels verticaux plus simple. Ça veut dire qu'il y aura potentiellement beaucoup plus de logiciels verticaux sur le marché et donc beaucoup plus d'acquisitions possibles pour Constellation Software. Ça pourra potentiellement même faire baisser les multiples de valorisation pour les acquisitions et donc il y aura beaucoup plus à se mettre sous la dent, et donc ça rendrait l'entreprise beaucoup plus intéressante et devrait plus d'opportunités, ce qui nous permettra de se développer encore plus vite. Donc, pour le coup, moi, Constellation Software, je trouve que leur mode est toujours solide. On n'est pas dans le super wide mode comme ce qu'on a au-dessus, mais on est sur une boîte qui est très bien gérée, qui a un management qui est excellent, qui a une exécution qui est excellente. Donc là, je me fais pas trop d'inquiétude. Mastercard, je l'en ai également en super wide mode. On a bien baissé récemment. Bon, malheureusement, ça n'a pas duré trop longtemps, la baisse. Ça repart déjà bien à la hausse sur ces derniers jours. Ça a pris, pas énormément, mais pour une boîte comme ça a repris déjà 3%. Sur un mois, ça a perdu 2%, mais sur les plus bas, 527, ça a repris 4-5%. Aux alentours de $500, je trouve que c'est un bon deal. $520. Allez, éventuellement $530 pour ceux qui sont un peu moins regardants sur le valo. Mais on est sur un business qui est super wide. Je préfère Mastercard à Visa, surtout pour la partie service ajouté. Ok. Sur la partie transaction et tout ça, Visa est au-dessus. Pour le moment, ils sont beaucoup plus gros. Mais Mastercard est dans une situation où les services ajoutés, ils sont beaucoup plus innovants là-dessus. Ils ont une beaucoup plus grande vitesse d'exécution. Ils arrivent à très bien monétiser ça. Et c'est pour ça qu'ils ont plus de croissance qu'une boîte comme Visa. Et aujourd'hui, ils essaient de s'adapter déjà à tout ce qui va être blockchain, à tout ce qui va être
comment on appelle ça, stablecoin et tout ça. Donc, ils essaient d'adapter leur réseau à tout ça. Je pense que je ne vois pas comment l'entreprise va se faire disrupter sur les 10 ou 20 prochaines années. Honnêtement, c'est pour ça que je les garde en super wide mode. Passe à Fortinet. Fortinet cybersécurité, qui a bien baissé récemment. Alors, on n'est pas encore parfaitement sous-évalué, mais on est sur des prix intéressants aux alentours de $80. Ça a perdu 14% depuis le début de l'année. Il y a eu une grosse baisse suite à l'annonce de résultats, moins 30% quasiment. Et puis depuis, ça a repris plus ou moins 10%, mais c'est un petit peu hésitant encore sur la reprise. Pourtant, on est dans une boîte critique sur la cybersécurité qui possèdent un petit peu tout leur écosystème. La force, je trouve, de Fortinet comparé à Palo Alto, par exemple, c'est que Palo Alto font des acquisitions pour ajouter dans leur réseau de cybersécurité. Ils le font par acquisition pour améliorer leur OS et améliorer tout leur écosystème. Là où Fortinet, ils ont tout leur écosystème qui vient d'eux-mêmes. C'est un petit peu comme Apple, c'est-à-dire il y a tout leur OS et tous les appareils sont interconnectés entre eux et peuvent communiquer entre eux correctement. Là où Palo Alto, c'est un peu moins parce que ça vient depuis des acquisitions. C'est pour ça que je préfère Fortinet à Palo Alto. D'ailleurs, ils ont une bien meilleure rentabilité, de bien meilleures marges grâce à ça. Alors, c'est pas du super wide mode non plus parce que je trouve qu'on peut pas le mettre au même niveau que ces boîtes-là pour le mode, mais c'est un mode qui est très très solide. Et donc, je le mets sans hésiter en solide et on pourrait même limite le mettre un peu plus haut que solide si on avait fait une autre catégorie. Mais là, je le mets ici. Texas Pacific Land, ça va être la dernière boîte qu'on va voir. TPL qui est sur un beau drawdown. OK. Là, depuis n'est plus haut historique, qui était 2024. On est à moins 50%, donc divisé par 2. Depuis le début de l'année, moins 27%. Sur un an, moins 45%. Sur 5 ans, on est quand même à plus 340%, hein, malgré les moins 50%. Donc ça montre aussi que qu'il ne faut pas trop avoir peur qu'il y ait une énorme crise ou quoi que ce soit, parce que on voit que même là, une boîte qui perd moins 50%, ça n'empêche pas que sur 5 ans, on fasse plus 340%. Pas si vous vous rendez compte, hein, sur 5 ans, plus 340%, sachant que la boîte a fait moins 50%. C'est complètement dingue. C'est un business model qui va être compliqué à venir concurrencer dans la mesure où ils achètent des terres. Et une fois qu'ils ont les terres, il y a des majors pétrolières qui viennent, qui exploitent le pétrole, qui ont besoin d'eau, etc. Et ils touchent des royalties sur tout ça. Donc, c'est des marges, peut-être 80% de marge de free cash flow. Donc, c'est assez exceptionnel. Hop, on va se mettre ici. Texas Pacific Land, on va voir qu'une note de 87%, c'est excellent. Marge de free cash flow 66%, marge opérationnelle plus de 70%. Donc, c'est excellent là-dessus. On est sur des niveaux de valorisation. On n'est pas parfaitement sous-valorisé. Je pense qu'il faut que ça baisse encore un petit peu pour être parfaitement sous-valorisé. Mais on commence à bientôt arriver dans des niveaux de prix qui peuvent être intéressants, sachant que c'est une boîte qui peut grossir de plus ou moins 20% par an. Et c'est une boîte qui peut grossir de plus ou moins 20% par an. C'est une boîte, si on passe en PER en dessous de 30, qui, je pense, mérite sa cartouche, ok, mérite d'être acheté. Et aujourd'hui, le moat, je le mets entre solide et super wide. Pourquoi je ne le mets pas super wide, mais le laisser en solide? La raison, c'est que ils ont un... Comment on appelle ça? Ils peuvent avoir de la concurrence pour acheter les terrains. Et s'ils ont une concurrence pour acheter les terrains, ça va peut-être faire augmenter les prix des terrains et ça peut potentiellement être problématique. Maintenant, ils ont des marges tellement élevées que ça reste convenable. Donc, c'est pour ça que je ne l'ai pas en super wide, mais c'est un mode qui est très, très gros parce qu'à partir du moment où le terrain est possédé, c'est usine à cash, hein, c'est machine à cash, ça imprime. Et donc, c'est complètement fou, surtout qu'ils sont dans le Texas. Donc, Texas, c'est ultra pro-pétrole. Donc, allez, vas-y, que ça ouvre les valves comme pas possible. Surtout que Donald Trump veut les ouvrir encore plus pour réduire le prix du pétrole. Donc, là, pour le moment, le prix du pétrole est assez faible, mais dès qu'il remonte, ça va complètement augmenter les bénéfices de Texas Pacific Land. Et donc, ça risque de faire, entre guillemets, plaisir pour les actionnaires. Donc, c'est une boîte qui, je surveille beaucoup, elle est dans ma watchlist, elle n'est pas encore dans mon portefeuille, mais elle pourrait l'intégrer bientôt. J'ai une entreprise très similaire en portefeuille qui me plaît beaucoup, qui je trouve est à un prix très intéressant. Mais Texas Pacific Land est dans ma watchlist. C'est tout pour cette vidéo. Si vous voulez aller plus loin, soit pour suivre mon portefeuille, pour découvrir ma stratégie que j'utilise pour générer plus de 20% par an sur les marchés financiers, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description et découvrir mon club.
vous lisez la page. Si ça vous plaît, réservez un appel directement avec moi et on voit si vous êtes éligible et si vous pouvez rejoindre le club, si ça sera intéressant pour vous. Donc, vous avez le lien dans la description si vous voulez aller plus loin et propulser votre portefeuille, nous faire passer à plus de 20% par an de performance. Si vous avez aimé la vidéo, pensez à mettre un pouce bleu. Dites-moi également en commentaire ce que vous pensez de ce classement. Qu'est-ce que vous auriez fait différemment? Quelle boîte vous aimeriez voir pour les prochains classements de ce genre? Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!